Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel agro-webinaire du mardi qui est cette fois-ci sur le thème, sur la collection bioéconomie. Et aujourd'hui, nous allons parler de bioraffinerie et des perspectives de ces bioraffineries dans la bioéconomie. Et donc aujourd'hui, ce sera Cécile qui animera ce webinaire et présentera nos trois intervenants. Merci d'être là dans ce jour particulier et je donne tout de suite la parole à Cécile pour présenter le sujet et les intervenants. Bon webinaire à tous. Bonjour à tous, donc ravi de vous accueillir sur ce webinaire. Donc nous allons traiter du sujet de la bioraffinerie qui permet quand même d'ancrer très fortement les enjeux de la bioéconomie sur un territoire parce qu'il s'agit d'un objet sur le territoire, hein, c'est ici et maintenant, c'est-à-dire le lieu et la temporalité. Et puis la bioraffinerie est également, on peut aussi la considérer comme un des éléments les plus structurants d'un système bioéconomique sur un territoire, parce que notamment, elle relie des acteurs extrêmement différents entre eux pour un projet d'économie avec lequel on essaie d'aller vers plus de circularité et de durabilité. Et notamment, elle relie des acteurs économiques qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Je pense notamment aux agriculteurs et en lien avec des industriels qui ne sont pas du domaine de l'industrie agroalimentaire, par exemple. Donc, ça peut servir à tout un panel d'industries. Et donc, on a là un objet tout à fait particulier. Donc, trois intervenants aujourd'hui pour nous parler de ce sujet. Kevin Magnien, directeur adjoint de l'unité de recherche et développement agrobiotechnologie industrielle, donc portée par AgroParisTech, et qui opère sur le site de la bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle, près de Reims. Et donc, Kevin nous présentera donc les travaux de recherche de l'équipe de cette URD, ainsi que les enjeux auxquels les chercheurs sont confrontés sur ce sujet de la bioraffinerie. Ensuite, Samuel Quinton, qui est professeur de lycée agricole, enseignant en agronomie et référent agroécologie. Donc, il enseigne à l'EPLE-FPA de l'Oise sur le site d'Erion. Et donc, lui, il nous présentera la licence professionnelle bioraffinerie qui a été montée par son établissement il y a quelques années, de son montage jusqu'aux spécificités d'une formation sur ce sujet, sur la pédagogie déployée pour y répondre, et jusqu'aux questions qu'elle suscite aujourd'hui. Et enfin, Louis Thiers, directeur de l'intelligence économique du pôle Bioeconomy for Change, il détaillera plus particulièrement la typologie actuelle des bioraffineries pour préciser ensuite quels défis économiques et industriels se posent aux entreprises, et on essaiera d'ancrer un peu son propos sur un ou deux exemples d'industrie. Je vous remercie et donc je laisse la parole à Kevin. Vous voyez bien mon écran? Oui. Ouais. Il faut le mettre en mode diaporama. Tu le mets en mode diaporama. D'accord. Excusez-moi. Voilà. Très bien. Excusez-moi pour le petit retard. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Kevin Magnien. Je suis donc directeur adjoint de l'URD ABI d'AgroParisTech. Je m'occupe spécifiquement, je suis responsable business development, donc je m'occupe spécifiquement des partenariats académiques et industriels, de toute la partie valorisation, innovation de notre laboratoire et donc et notamment la valorisation de la propriété intellectuelle. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle et les activités de recherche de l'URD-ABI d'AgroParisTech. Donc tout d'abord, la bioraffinerie. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc la bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle, donc elle porte ce nom puisqu'elle est située entre deux villages à une vingtaine de kilomètres de Reims. Un village qui s'appelle Bazancourt et un village qui s'appelle Pomacle. Elle a commencé dans les années 50 par une sucrerie, Cristal Union.
Sur ce site transitent chaque année 3 millions de tonnes de betteraves et 1 million de tonnes de blé. Donc, nous avons la sucrerie de Cristal Union, nous avons également une amidonnerie, une glucoserie qui va transformer donc, le blé. Cristal Union est détenteur également d'une distillerie de première génération, Cristanol, qui va transformer, qui a 2 lignes de production, une ligne de production à partir de blé, une ligne de production à partir de betterave, qui va donc produire du bioéthanol de première génération, aussi bien pour faire des biocarburants que pour de l'alcool de bouche, par exemple. Nous avons également les coopératives céréalières Vivesia. Derrière Cristanol, on a Air Liquide qui s'est implanté il y a quelques années. Air Liquide qui va récupérer le CO2 produit chez Cristanol pendant la fermentation. Donc, on est bien sur le coproduit de l'un qui va devenir finalement la matière première de l'autre. Et ensuite, sur tout ce site qui a une vocation donc, de valorisation aussi bien alimentaire que non alimentaire, on a beaucoup de recherches. Tout d'abord, nous avons ARD, Centre de recherche privé qui a été créé en 1989 par les agriculteurs. Une thématique qui nous semble très actuelle, mais dont cette bioraffinerie a été pionnière dans la valorisation des coproduits. En 1989, les agriculteurs souhaitent valoriser les coproduits et créent ARD, qui est donc un centre de recherche privé spécialisé notamment en biotechnologie et en procédés d'extraction, en procédés séparatifs également. ARD est notamment équipé d'un démonstrateur industriel qui s'appelle Biodémo, qui permet par exemple de faire de la fermentation de liquide aujourd'hui jusqu'à une échelle de 300 m3. ARD a également une spin-off qui s'appelle Witoléo, qui va produire des tensioactifs biosourcés. ARD a été un vif succès dès le début, puisque quelques années plus tard, donc ça a été créé en 1989, en 1994, ARD va créer une autre société suite à des très bons résultats, et notamment sur la production d'acide hyaluronique par fermentation. Cette société s'appelle Soliance, et Soliance sera rachetée en 2014 par le groupe, le premier producteur d'arômes et de parfums au monde, Givaudan, pour faire Givaudan Active Beauty, qui est une division du groupe Givaudan spécialisée dans la production de cosmétiques biosourcés. Ensuite, sur site, oui, donc ARD a également cette capacité d'héberger des startups, et notamment pour, on va dire, leur premier lot de production. C'est le cas de Global Bioénergie, qui produit de l'isobutène par fermentation. Sur site, j'y reviendrai dans un instant, on a donc également le CEBB arrivé en 2016, un centre de recherche publique partagé par 4 partenaires académiques, les 2 écoles d'ingénieurs, AgroParisTech, Centrale Supélec, Neoma Business School et l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Et ma photo n'est pas assez récente, mais ici également, aujourd'hui, on a Européenne de biomasse qui va produire des granulés pour chauffage à partir de bois, par un procédé de vapocraquage. Donc, finalement, cette bioraffinerie, c'est un écosystème synergique. On a aussi bien des synergies en termes de R&D, de gestion des effluents, de produits et de coproduits, de vapeur, d'eau, d'énergie, de forage. Je vous ai parlé du CO2, du sirop de glucose également, donc produit par la sucrerie qui est utilisé pour produire une partie de l'éthanol chez Cristanol. Un autre exemple, c'est que donc sur ce site qui transforme la betterave et le blé, notamment donc, chez Cristal Union, une betterave, c'est 80% d'eau, et l'eau qui est extraite des betteraves, elle va être réutilisée pour laver les betteraves entrantes dans le process de Cristal Union. Donc finalement, sur ce site, à partir de blé, de betterave, on va aller aussi bien vers une valorisation alimentaire et non alimentaire, et on va adresser différents types de marchés, puisqu'on sera aussi bien sur le food, le feed, la chimie de spécialité, la chimie fine et cosmétique et les biocarburants. Maintenant, je vais passer spécifiquement sur les activités de recherche qui sont menées donc, au sein du CEBB dans l'unité de recherche et développement agrobiotechnologie industrielle d'AgroParisTech. Donc, cette unité a été créée en 2012, dirigée par le professeur Florent Allais. Elle est financée par les collectivités territoriales, la communauté urbaine du Grand Reims, le département de la Marne et la région Grand Est. Donc, cette unité, je vous l'ai dit, elle est au sein de ce centre sur la bioraffinerie. Donc, c'est 2200 m² de laboratoire et de bureau avec une halle technologique de 400 m² qui nous permet d'aller à une échelle un petit peu plus importante que la paillasse. Si je fais le parallèle avec ARD tout à l'heure et que je reviens, par exemple, sur une échelle de fermentation au milieu liquide, nous, on ira de la petite plaque 96 plis jusqu'à des fermenteurs de 20 litres. Si on parle d'échelle TRL, c'est-à-dire qu'on ira jusqu'à une échelle TRL 4. Nous avons également une zone scale-up en chimie,
où là, on va jusqu'à des réacteurs de 10 litres, ce qui nous permet de produire des échantillons à l'échelle du kilo. Et on a emménagé dans ce bâtiment en avril 2016. Les missions de l'URDABI qui nous ont été données par les collectivités locales et qui sont en accord également données par les écoles directement, et donc là, dans notre cas, par AgroParisTech, c'est d'identifier et de valoriser des agro-ressources et des fractions peu ou pas valorisées. Et donc, ceci par de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée. C'est aussi pour cette raison que nous sommes sur un site industriel. On est là également pour répondre aux besoins, aux cahiers des charges de nos partenaires industriels. Nos missions, ça va être la synthèse et purification de nouvelles molécules à haute valeur ajoutée, la substitution de molécules pétro-sourcées par des molécules biosourcées, et également une demande qui vient de nos partenaires régulièrement, la substitution de beaucoup de molécules qui sortent de la réglementation au fur et à mesure. Il nous est demandé également de générer de la valeur, de transférer notre innovation vers l'industrie, de contribuer à la création d'emplois locaux, d'enseigner dans nos domaines d'expertise. Mais sur ce point, nous faisons de l'enseignement uniquement par la recherche, c'est-à-dire en formant stagiaires, doctorants et postdoctorants. Et également transférer nos connaissances vers la société civile en participant à des événements comme, alors très localement, comme la foire de Châlons, ou sinon des événements nationaux comme la fête de la science, la semaine européenne du développement durable, la semaine de l'industrie récemment, ou encore à venir le Salon international de l'agriculture. Et donc, pour ce faire, en fait, on est composé de 3 équipes de recherche. On a une équipe de recherche spécialisée en biotechnologie, ce pôle est spécialisé en fermentation en milieu liquide, fermentation en milieu solide, biologie moléculaire, pour produire des molécules d'intérêt, donc à partir des micro-organismes, ou les libérer à partir de la biomasse végétale, à partir du coproduit agricole, par notamment hydrolyse enzymatique. Un pôle en génie des procédés séparatifs, on est spécialisé en différentes techniques d'éco-extraction et techniques membranaires pour extraire, séparer, purifier ces molécules d'intérêt. Et un pôle en chimie verte pour fonctionnaliser ces molécules. Et là, on est spécialisé en synthèse organique, en catalyse enzymatique et en chimie des polymères. Et donc, pour cibler, adresser différents types de marchés, puisqu'une des particularités de notre unité aussi, c'est qu'on soit vraiment tourné vers la valorisation, le transfert technologique, le business development, notamment avec un poste comme le mien qui est uniquement dédié à ce laboratoire. Il faut savoir qu'une des particularités également de notre unité est que nous avons des objectifs aussi bien, pour un laboratoire académique, des objectifs aussi bien scientifiques que économiques. Et nous devons nous autofinancer à terme. Et donc, on cible différents types de marchés. Ce qu'on va chercher à fonctionnaliser, ce sont des molécules plateformes qu'on retrouve donc dans différents coproduits agricoles. Nous sommes notamment experts sur tout ce qui va être acide phénolique. Et donc, on va cibler par exemple des actifs et ingrédients fonctionnels pour la cosmétique. On sera aussi bien sur des molécules avec des propriétés antioxydantes, anti-UV, anti-âge par exemple. Le marché de la chimie fine et de spécialité, on sera sur des solvants verts, sur des pigments et colorants naturels. Le marché des polymères et des matériaux, des substituts au bisphénol A non perturbateurs endocriniens, des alternatives végétales au cuir, ou des implants pour la régénération osseuse, ou le marché de la santé des cultures, des insecticides, des fongicides, ou par exemple des molécules chauffantes qu'on peut sprayer à la surface des plantes permettant d'augmenter leur température de 1,5 à 3 degrés et donc de limiter les dégâts causés par les gelées tardives, ou de pouvoir cultiver ces plantes à plus haute altitude également. Donc là, je vais vous présenter un exemple de projet qui décrit bien ce qu'on fait dans le laboratoire et qui a mobilisé l'ensemble de nos équipes. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que donc, notre objectif est de valoriser les coproduits agricoles. Donc, dans un premier temps, c'était tout ce qui est coproduits locaux. Donc, à l'échelle de la bioraffinerie, ce serait par exemple la pulpe de betterave ou le son de blé. Mais nous travaillons également sur d'autres types de coproduits, que ce soit des tourteaux de colza, tourteaux de tournesol, des coproduits issus de la transformation de l'endive, par exemple, des coproduits beaucoup moins locaux comme les grignons d'olive, la sciure de bois, voilà. On est ouvert à tout type de coproduits. Alors ici, c'est un exemple, c'est un projet où nous avons reçu une subvention qui est un projet ANR, dont le nom est SINAPUV, qui s'est fait en partenariat
avec une start-up qui est aujourd'hui une PME du Génopôle d'Evry qui s'appelle Abolis, qui est spécialisée en biologie de synthèse. Également avec l'INSERM de Montpellier, qui nous a qui a fait une évaluation biologique de nos molécules et notamment a évalué la perturbation endocrinienne, avec le laboratoire Micalis et également avec Givaudan Active Beauty, donc le producteur de cosmétiques biosourcés sur la bioraffinerie de Paumac-le-Bazancourt. L'objectif de ce projet est de produire des molécules anti-UVA et anti-UVB qu'on va retrouver dans des crèmes solaires, qui sont non perturbatrices endocriniennes et biosourcées et non toxiques pour les coraux. Puisque c'était la demande, que ce soit la demande environnementalement parlant ou économiquement parlant, puisque comme vous le savez certainement tous aujourd'hui, les crèmes solaires sont toxiques, que ce soit pour la santé de l'homme ou pour la santé de l'environnement. Donc, dans le cadre de ce projet, Abolis transformait le micro-organisme, c'est-à-dire une levure, pour l'amener à produire en grande quantité un acide phénolique, l'acide synapique. Et nous, derrière, notre pôle mettait en œuvre en fait cette levure. Donc, notre pôle faisait de la fermentation en milieu liquide pour produire cet acide synapique. Ensuite, on avait notre pôle génie des procédés qui intervenait pour séparer, pour extraire, pour purifier cet acide synapique. Et il était transformé ensuite par notre pôle chimie verte, donc par des procédés verts, en synapoïl malate et dérivés. Et ces synapoïl malate et dérivés présentaient des propriétés anti-UVA, anti-UVB, donc finalement un écran total, pardon. Et ensuite, ces molécules étaient évaluées biologiquement par Givaudan Active Beauty, qui vérifiait, puisque certes, on vérifiait la non-perturbation endocrinienne, mais il pouvait y avoir d'autres types de génotoxicité, d'allergénicité, par exemple, et également la toxicité sur les coraux. Et au final, sur ce projet, nous sommes arrivés à des molécules qui étaient bien biosourcées, non perturbatrices endocriniennes, biodégradables, puisque nous avons prouvé qu'elles se dégradaient à 90% au bout de 28 jours, et également non toxiques donc, pour les coraux. Donc, nous avons mené ce projet. En parallèle de celui-ci, notre plateforme analytique avait pu identifier qu'on trouvait une grande quantité d'acide synapique dans un coproduit, le son de moutarde. Nous avons travaillé avec un moutardier local qui fait notamment la moutarde Clovis à Reims, qui a comme coproduit donc le son. Donc le son, toujours l'enveloppe qui entoure la graine de moutarde. Nous avons développé avec un autre partenaire industriel, dans le cadre d'une thèse, un procédé d'extraction que nous avons breveté d'acide synapique à partir de son de moutarde. Aujourd'hui, nous sommes en phase d'analyse technico-économique et environnementale pour savoir quel procédé sera le plus viable. Est-ce que ce sera le procédé de production d'acide synapique par biotechnologie ou le procédé d'extraction d'acide synapique par son de moutarde. Il faut savoir qu'en plus, bon, je pense que vous l'avez tous vu passer, la filière de la moutarde a subi quand même une crise l'année dernière de par la sécheresse qu'il y a eu au Canada, puisque le Canada est le premier producteur de moutarde au monde. Donc, même la moutarde qui est produite chez nous, et notamment donc, la moutarde Clovis de Reims, vient de graines de moutarde, enfin, vient de moutarde qui viennent du Canada. Alors Louis, pardon. Oui. Il nous reste, on est déjà à 13, on est même à 15 minutes. Ouais. Donc voilà. Donc pour finir, je ne vous présenterai pas ce projet, mais on pourra en discuter. Et alors demain, en tout cas, selon mon avis, comment va fonctionner également la recherche, comment on va valoriser la recherche dans les années à venir. On le voit de plus en plus, notamment donc, au sein d'AgroParisTech, via notamment la création de startups, qu'elles soient en intrapreneuriat, c'est-à-dire par les personnels de recherche des laboratoires, mais également en entrepreneuriat. C'est le cas aujourd'hui, on a un de nos brevets sur un polymère à mémoire de forme qui est exploité par une startup qui s'appelle Alternative Innovation, qui va faire des alternatives végétales au cuir. Également via les formations et via des étudiants. Je sais qu'au sein d'AgroParisTech, il y a ce qu'on appelle l'itinéraire entrepreneuriat. On a de plus en plus d'étudiants qui veulent se tourner vers la création de start-up.
Et également, donc, au sein d'AgroParisTech, on a fait ce qu'on a appelé des espaces collaboratifs entre des chercheurs, des étudiants, des entrepreneurs, des InLab, qui nous permet d'accueillir, et nous avons notamment le Biotech InLab au sein de l'ERDAB d'AgroParisTech, au sein du CBB, qui va permettre d'accueillir des projets innovants dans le domaine de biotechnologie et de donner une mise à disposition des équipements donc en biotech à de potentiels entrepreneurs, que ce soit en fermentation liquide, solide ou biologie moléculaire. C'est le cas par exemple de la startup Yesti qui va produire Louis, pardon, ouais, Kevin, il va falloir que… je coupe, Oui, je coupe. voilà, merci. Bon, D'accord. excusez-moi. Non, je suis désolée, hein, c'est évidemment Merci. passionnant, mais merci Kevin. Eh bien, on passe maintenant à Samuel pour la partie formation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Samuel Quinton. Je suis enseignant en agronomie dans un lycée agricole. Alors, un lycée agricole qui est dans l'Oise, dans un petit village qui s'appelle Herrion, qui se trouve entre Beauvais, Compiègne et Creil. Et dans ce lycée, nous avons des formations qui sont dites formations initiales, c'est-à-dire qu'on forme des jeunes à des diplômes type bac professionnel, bac général et bac technologique. Nos formations sont plus habituellement tournées vers l'agriculture, mais au début des années 2010, on s'est tourné vers la création d'une licence pro, une licence professionnelle, bioraffinerie du végétal, donc qui est ouverte, qui est une formation en un an ouverte aux étudiants qui sont titulaires d'un bac plus 2. Alors, avant de présenter cette formation, je vais peut-être rappeler un petit peu le contexte de l'ouverture de cette formation. L'idée, c'était de répondre à des besoins de professionnels sur le secteur qui cherchaient en fait des cadres intermédiaires pour pouvoir s'insérer dans les bioraffineries qui devaient démarrer sur le secteur, alors et qui ont parti démarrer, puisqu'il y a un pôle d'oléochimie sur Compiègne et qu'on cherchait ce genre de techniciens et on cherchait à avoir en fait des cadres qui étaient capables de comprendre les problématiques agricoles et les problématiques des industriels pour pouvoir assurer un petit peu le suivi de la transformation de la biomasse en coproduits et en produits valorisables dans l'industrie. Donc cette licence professionnelle aussi d'un point de vue stratégique pour notre établissement, c'était un moyen d'accéder au fameux bac plus 3, puisque vous n'êtes pas sans savoir que suite aux multiples réformes, on reconnaît maintenant plus au niveau européen le bac plus 2, mais le bac plus 3. Donc, on a démarré ce projet-là autour des années 2010 et la formation a formellement commencé en 2015. Alors, il ne s'agit pas d'une formation initiale, il s'agit d'une formation par alternance où les jeunes étaient en partie au lycée et aussi en entreprise. Alors, c'était porté par 3 porteurs de projets, donc mon établissement, le lycée agricole de l'Oise, et 2 universités, l'université du PJV à Amiens et l'UTC de Compiègne. Et pour arriver à former ce type de cadre, on avait une formation en un an qui regroupait 5 unités d'enseignement. Donc une première unité d'enseignement de 149 heures qui portait sur les productions végétales et l'amélioration des plantes et qui visait en fait à déjà donner un solide cadre théorique en agronomie aux étudiants qui venaient parfois de la chimie, qui n'y connaissaient pas grand-chose. Et puis, on voulait aussi leur faire découvrir les plantes qui étaient en fait visées pour faire de la biomasse en quantité. Donc, on travaillait un petit peu sur des itinéraires techniques, sur le miscanthus, et puis sur d'autres plantes type Kenaf qu'on avait un petit peu dans le collimateur. La deuxième unité d'enseignement portait sur la valorisation de la biomasse végétale. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'avoir un module très chimie qui permettait de présenter aux étudiants les méthodes qui permettaient de produire de nouveaux produits et puis de rentrer dans de l'éco-conception, puisque on voit bien aussi que l'idée de ces nouvelles molécules, c'est d'avoir des produits qui soient plus respectueux de l'environnement. La troisième unité d'enseignement portait sur un aspect technico-économique. L'idée, c'était de faire en sorte que les étudiants maîtrisent les aspects financiers, logistiques de l'ensemble de la filière avec les contraintes environnementales et tout ce qui concerne aussi le cycle de vie. Il y avait enfin en unité d'enseignement 4 un enseignement général avec en particulier un gros focus sur les langues étrangères et l'anglais
pour permettre à ces cadres de s'insérer dans un environnement international. Et la dernière unité d'enseignement portait sur un projet tutoré qui visait à valoriser dans leur stage tout ce qui avait pu être vu en cours, hein, et aussi dans l'apprentissage. Alors, la formation était portée donc par des enseignants de lycée agricole, par des enseignants des universitaires, mais également par des professionnels. Il y avait des personnels de la Chambre d'agriculture qui portaient ça. Et l'idée, c'était de former à peu près chaque année 10 à 15 étudiants en partenariat. Ce projet s'insérait aussi sur le pôle de compétitivité de la Picardie, puisqu'il y avait quelque chose qui avait été fondé à l'époque aussi autour de ces bioraffineries. Alors, cette licence pro, elle a duré environ 6 ans, puisque la première promotion a démarré en 2015 et s'est terminée en 2021. Et elle n'a pas pu perdurer parce que nous avons manqué de maîtres d'apprentissage. C'est-à-dire que même s'il y avait des besoins sur le territoire, la filière, on va dire, n'a pas vraiment réussi à recruter, ne trouvait pas d'intérêt à recruter des étudiants en apprentissage. Et donc, nous, on a été obligés de geler la formation puisque nous n'avions pas suffisamment d'étudiants. Alors, on a trouvé en fait que l'idée, elle était quand même bonne, puisqu'on a vu par la suite arriver sur le territoire les problématiques autour de la méthanisation. Et puis, on a de plus en plus aussi des choses qui se tournent aujourd'hui vers l'agrivoltaïsme, qui montrent qu'on était quand même dans une licence pro qui avait un intérêt au niveau des énergies renouvelables. Malheureusement, le pari qu'on avait fait au départ, qui était le développement de nouvelles cultures et de ce qu'on appelait les biocarburants, c'est un pari qui n'a pas fonctionné, puisque derrière, c'est plutôt la méthanisation qui a démarré, et ça, on ne l'avait pas vu venir, et je crois qu'on aurait grandement gagné à se positionner là-dessus. Mais c'est aussi en lien avec les différentes politiques publiques qu'il faut savoir bien identifier pour pouvoir caler une formation qui permette de répondre aux différents besoins. Alors, voilà ce que je pouvais en dire aujourd'hui sur cette formation. On a relativement peu de retours de ce que sont devenus les étudiants et où est-ce qu'ils ont réussi à s'insérer. Je crois qu'il y en a quand même relativement peu qui ont pu s'insérer dans les bio-industries, puisque les bioraffineries du végétal, puisque le pôle est resté quand même relativement fermé à des étudiants de type Bac+3 et aujourd'hui beaucoup plus ouvert à des étudiants de type master. Voilà ce que je pouvais en dire. Je vais maintenant laisser la parole à Louis pour terminer les présentations autour des différents intervenants. Merci beaucoup, Samuel. Louis, à vous. OK. Le son, votre son. Louis, votre son, et c'est bon. Bonjour à toutes et à tous, enchanté. Moi, je suis Louis Thiers, je suis le directeur de l'intelligence économique au pôle Bioeconomy for Change. On a changé de nom cette année, hein. On s'appelait avant hier pour industrie et agro-ressources. Donc, je vais dire quelques mots de mon organisation et passer rapidement à mon exposé. Donc, Bioeconomy for Change, on a un pôle de compétitivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est une association d'industriels et d'académiques, hein. Donc aujourd'hui, on est 500. Et notre métier, c'est d'animer ce réseau pour faire émerger des projets d'innovation collaboratifs. Donc les faire émerger, mais aussi les financer, les faire vivre et leur faire parvenir à des résultats. Et donc notre réseau va couvrir, donc on est un pôle dédié à la valorisation de la biomasse à des fins alimentaires et non alimentaires. Et notre réseau va avoir pour particularité de couvrir de l'amont agricole jusqu'au grand donneur d'ordre industriel. Et donc, je vais vous montrer tout de suite quelques exemples. Donc voilà, vous avez la typologie de nos adhérents. Voilà quelques exemples, hein, de nos adhérents. Vous voyez, la spécificité, c'est que c'est très diversifié. On va avoir
acteur de l'agroalimentaire, à côté d'un acteur de l'agrochimie. Ça, c'est pour développer la bioraffinerie, il faut avoir les moyens d'accéder à l'ensemble de ces marchés. Et pour accéder à ces marchés, on a besoin aussi tout un tas de compétences technologiques pour développer les procédés, dont la chaire API AgroParisTech. Voilà, vous avez quelques exemples de nos adhérents. Donc, bon, je passe rapidement pour rester concentré sur l'exposé. Je vais juste dire quelques mots de mon activité. Donc, l'intelligence économique chez Buforcy, c'est 8 consultants et ingénieurs. Et donc, on va principalement faire des prestations d'études et conseils sur des études d'approvisionnement en biomasse, des états de l'art ou des études de marché. Donc, voilà, accompagner les décideurs de la bioéconomie dans leur prise de décision. Donc voilà, on va réaliser une trentaine de missions par an pour ça va du laboratoire d'université jusqu'au groupe du CAC. Donc je viens à mon exposé. Bon, je vais rapidement rappeler quelques enjeux de la bioéconomie, rappeler aussi quelques notions clés sur la bioraffinerie pour rapidement passer pour exposer un peu les grands enjeux aujourd'hui des bioraffineries existantes sur les grandes cultures et comment l'innovation, comment s'est construit récemment des nouvelles briques à ces bioraffineries. Bon, l'enjeu de la bioéconomie, excusez-moi, c'est peut-être un peu stratosphérique, mais il est celui-là, c'est de répondre à un besoin incompressible en carbone. On parle souvent d'une économie décarbonée, c'est un peu un abus de langage parce que le carbone est partout présent dans notre quotidien. Il y a notamment deux besoins qui sont difficilement, qui sont un peu incompressibles. C'est la chimie organique, vous en avez partout autour de vous, donc on peut réduire les usages, mais quand même des besoins incompressibles, et le transport lourd qui est difficilement électrifiable pour des raisons de poids, de batterie, de puissance, etc. Et donc, quand on met ça bout à bout, on a 1,4 milliard de carbone. Il faut trouver une alternative à ce carbone fossile. Bon, il y a trois voies principales, très rapidement, de carbone alternative, source alternative de carbone. Il y a évidemment la réutilisation, le recyclage avec un enjeu de passer au recyclage chimique moins énergivore. Vous pouvez faire la capture du CO2 et faire de la chimie du CO2, vous pouvez essayer. Donc ça repose quand même sur du carbone fossile où vous avez le carbone renouvelable issu de la capture du CO2 par la photosynthèse pour faire des produits neutres en carbone. L'enjeu, évidemment, dans les prochaines années, c'est d'intégrer tout ça, tous ces cycles, de réutiliser au maximum, de recycler, de recadrer aussi le CO2 biogénique issu de la bioéconomie. Donc voilà, c'est de boucler ces trois boucles ensemble et d'intégrer ces différents boucles. On vient à la bioraffinerie. La bioraffinerie, c'est une question de fraction. C'est le concept qui vient un peu juste après. Et on peut faire rapidement l'analogie avec le pétrole, parce qu'on dit souvent le pétrole, mais le pétrole, c'est différent. Donc déjà, il y a différentes qualités de pétrole et puis il y a différentes fractions de pétrole. Ça, c'est un enjeu quand même industriel. Toutes les raffineries de pétrole ne sont pas tout à fait pareilles. Et donc, de la même manière que dans le pétrole, on a différentes fractions qu'on doit séparer et qui vont déterminer différentes applications. Dans la biomasse, dans le carbone renouvelable, il y a aussi ces composés de fractions qui ont leur cohérence physico-chimique et l'outil industriel doit s'adapter à ça. L'analogie, elle n'est pas... il y a un parallèle aussi, il ne faut pas oublier deux notions. Le carbone fossile, c'est issu de la biomasse. Donc, ces fractions-là sont aussi issues de ces fractions-là. Et le carbone fossile n'est jamais que le déchet qui a perdu des fonctionnalités. Donc voilà, il ne faut pas oublier aussi que la pétrole, elle évolue constamment, elle s'adapte à ces marchés.
la grande évolution, on va faire très rapidement aujourd'hui, de la pétrochimie, c'est ce qu'on appelle le crude to chemical, parce que les marchés de l'essence sont plutôt stables aujourd'hui, et ce qui fait tourner une raffinerie de pétrole, c'est la chimie. Donc on essaie d'orienter les process et d'orienter un maximum de fractions du pétrole vers la production d'intermédiaires chimiques. Donc rapidement, donc voilà, la bioraffinerie, hein, c'est un peu allouer de manière optimale les différentes fractions du carbone renouvelable de manière plus intéressante, de manière économique, en fonction de la demande, et aujourd'hui, en prenant en compte des aspects environnementaux. Un des exemples de bioraffinerie, c'est l'huilerie, en France, principalement pour le colza et le tournesol. L'huilerie, la grande tendance qui a fait évoluer ces dernières années, c'est un peu ce qui a développé l'huilerie, c'est beaucoup les réglementations. On a parlé sur les biocarburants, sur le biodiesel, puis un peu le stop qui a été mis sur ces réglementations. Donc voilà, et les acteurs ont donc cherché à valoriser d'autres fractions que l'huile. Alors le concept, la version un peu la plus radicale, c'est l'exemple d'Avril en région Normandie, où ils ont complètement changé le process de l'huilerie en faisant de la trituration à froid pour préserver la qualité de la protéine dans le tourteau et pour pouvoir valoriser le tourteau en protéines humaines. Donc là, on a un peu un shift dans la bioraffinerie entre le produit et le coproduit, voilà, qui est le croisement entre une réglementation changeante sur les biocarburants qui rend un peu caduque la vie industrielle, et puis une opportunité de marché qui s'ouvre sur les protéines végétales avec les alternatives végétales, etc., qui se développent. Et bien sûr, là-dedans, il faut mettre un process en place pour extraire la protéine de colza, faire un isolat. Donc, c'est multifactoriel. D'autres exemples vont être sur la valorisation de coproduits. Par exemple, les chitines de colza, qui sont un coproduit issu de on extrait de certains coproduits de raffinage des huiles. Voilà, hein, vous en avez dans le Nutella, votre plaquette de chocolat, hein, des chitines. Normalement, c'est des léchitines de soja. Et là aussi, opportunité de marché. On cherche des alternatives aux léchitines de soja. Donc, on développe les léchitines de colza. Et Avril a investi en aval de la chaîne de valeur sur des acteurs leaders sur ce type d'ingrédients. Et sur les biocarburants, on se diversifie aussi. On va sur, par exemple, le marché du transport lourd avec le développement du B100 en ligne. Alors, je ne sais pas, vous me dites, hein, quand il faut passer aux questions, parce qu'après, je fais des exemples bioraffinerie, c'est toujours le même principe. Hein, la sucrerie, bon, il y a plein d'évolutions notables, des quotas, etc. Également les réglementations sur les biocarburants. Mais on peut parler, par exemple, de l'impact des coûts. Alors, toutes ces bioraffineries sont soumises à la hausse des coûts d'énergie. Mais par exemple, pour la sucrerie, ce qui va être sensible, c'est la valorisation des pulpes de départ, hein, qui génèrent, en Europe, c'est plusieurs millions de tonnes, hein, qui sont valorisées dans l'alimentation animale. Mais ça nécessite d'être surpressé, séché, pour être valorisé dans un rayon logistique, voilà, pour ne pas transporter des produits humides et de l'eau. Mais voilà, les coûts énergétiques, les taxations carbone, etc., font que ça sera de moins en moins intéressant de sécher les pulpes. Là, vous avez un exemple donc un sucrier néerlandais, Kossen. Voilà, sa stratégie un peu R&D pour trouver de nouvelles applications de pulpe. Donc, un fractionnement de la pulpe en différents produits chimiques, valorisation des fans. Voilà, il y a d'autres sujets aussi sur d'autres fractions de la sucrerie. On va retrouver à chaque fois un peu les évolutions sur la midonnerie. On va avoir assisté plutôt à une réduction des marchés agroalimentaires sur les sirops de glucose, par exemple. Enfin, voilà. Les bioraffineries, c'est en évolution constante. On en voit des nouvelles émerger avec, par exemple, les chanvrières. Et donc, en France, on est un peu champion du monde du chanvre. Là, voilà, quand il y a des bonnes idées, on n'est pas tout seul. Et on peut voir que d'autres pays dans le monde s'intéressent au chanvre avec des annonces plus que conséquentes. Hein, la Chine, le plan quinquennal chinois, c'est 1 million d'hectares de chanvre. Hein. Voilà, c'est sérieux.
bioraffinerie du bois. Là, c'est un exemple, c'est un peu back to the future parce que, vous savez, pendant 100 ans, il y avait une usine dans le sud-ouest de la France qui faisait de la chimie du bois et le dernier propriétaire, c'était Arkema, ça a fermé en 2002. Voilà, aujourd'hui, on raccompagne ce genre de projet. Et le bois était une source de produits chimiques encore pendant très, très longtemps sur certains produits. Bien, Louis, je pense qu'il va falloir qu'on termine l'intervention parce il est déjà un peu plus de Je 2 vais juste conclure, voilà, Ouais. que nous, voilà, Bioeconomy for Change, donc on est un cluster, un réseau diversifié à la fois en termes de technologie, de débouchés de marché et de biomasse, et qu'on a été conçu justement pour accompagner l'évolution de ces bioraffineries. Et vous voyez, face au contexte d'évolution réglementaire souvent soudain, et notamment à l'échelle industrielle, des évolutions d'opportunités de marché, des opportunités technologiques, avoir un réseau comme ça permet d'être suffisamment résilient pour s'adapter à ces évolutions. Je vous remercie pour votre attention. Merci Louis. Alors donc, en ce qui concerne les questions que l'on peut trouver, donc, alors j'en ai 2 pour Kevin. Comment sont pris en compte les aspects réglementaires concernant l'origine biosourcée des molécules pour le transfert industriel? AMM, toxicologie, point d'interrogation. Pour le marketing, parle-t-on de molécules naturelles ou simplement biosourcées? Alors, quand je parlais tout à l'heure qu'on répondait au cahier des charges, ça fait partie directement, quand on démarre un projet de recherche avec un partenaire privé, ça fait directement partie du cahier des charges, l'aspect réglementaire. Je pourrais citer, puisque tout à l'heure on parlait du projet ANRC UV, par exemple, en cosmétique. On a toute une liste, comment dire, il faut que les molécules elles soient, par exemple, dans la réglementation INCI. On calcule également un indice de naturalité avec eux. Pour ce qui va être autorisation de mise sur le marché, toxicologie, ce n'est pas nous qui les faisons directement. Ce sont nos partenaires privés et leurs prestataires externes, d'ailleurs, souvent. Et pour le marketing, parle-t-on de molécules naturelles ou simplement biosourcées? Ça dépend. D'ailleurs, on le voit dans les produits qui sont vendus. Maintenant, alors, généralement, si c'est écrit « origine naturelle », c'est souvent des dérivés par vos biotech, c'est-à-dire que ce n'est pas... Alors, c'est biosourcé, mais origine naturelle, ça veut potentiellement dire que c'est une molécule transformée qu'on ne retrouvera pas dans la nature. Voilà, pour être précis. Mais si c'est écrit naturel, c'est une molécule qu'on peut retrouver dans les plantes directement. Alors, merci Ouais. Kevin. Autre question, quelle place, ou pas du tout, des agriculteurs dans la gouvernance de la bioraffinerie? Donc, peut-être que je peux vous laisser l'un et l'autre, Louis et Kevin, répondre successivement, puisque vous devez avoir quand même un peu des exemples assez différents. Donc, peut-être Louis en premier. Je vais laisser Kevin répondre pour Pomac, mais Pomac Bazencourt, c'est l'histoire de coopératives qui Oui, c'est ça. voilà, avec leurs agriculteurs, justement. Et justement, 2 coopératives qui avaient des agriculteurs en commun, céréales et betteraves, Kevin maîtrise mieux l'histoire que moi. Pas sûr que je la maîtrise mieux. Je sais que tu as fait une présentation il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Il me semble que tu avais présenté la bioraffinerie au COS de bioéconomie, non? Oui, Bon. oui. En tout cas, très bien. En tout cas, on vous laisse répondre. Peut-être, Cécile, la question sous-jacente qu'on pose souvent, c'est, parce que moi je suis un peu gêné quand je présente ça, c'est quel est le gain pour les agriculteurs, quoi. Bon, après, moi, par faire l'économie et le fait que tout ça, ça repose sur une matière première pas chère, quoi, hein. Après, quand même, l'évolution des bioraffineries, ça permet de maintenir ces outils industriels en place. Et c'est quand même des débouchés très importants pour l'agriculture, la midonnerie, la sucrerie, voilà, on parlait de la meunerie, etc. Donc, ça permet peut-être pas d'améliorer le revenu, mais ça permet de maintenir un débouché.
Et après, la question voilà, du modèle économique de toute l'agriculture, c'est des sujets parfois qui nous dépassent un peu, quoi. Et on est désolé de ne pas avoir ces réponses, parce que dans nos missions, évidemment, et on y est toujours, un peu améliorer le revenu de l'agriculture. Mais... Peut-être pour juste rebondir sur cette question, les agriculteurs sont quand même intéressés par le fait qu'on cherche à verdir en partie le fonctionnement de nos sociétés, et ils en bénéficient par certains côtés. Alors, peut-être effectivement pas par les bioraffineries telles qu'elles ont été présentées, mais ça ouvre des débouchés potentiels, hein. On voit bien que la méthanisation, c'est quand même un enjeu important pour l'agriculture aujourd'hui, hein. Et ça pose d'ailleurs des nouveaux problèmes en termes de compétition, d'usage, hein. Est-ce que ces terres-là, elles doivent être destinées à la production d'énergie ou à la production d'alimentation? Merci Samuel pour cette intervention. Alors, il se trouve que notre prochain agro-webinaire bioéconomie portera justement sur la méthanisation. Donc, on aura le temps d'approfondir ce sujet. En ce qui concerne, du coup, Samuel, les bioraffineries telles qu'elles ont été présentées par Kevin, d'une part, sur les travaux de recherche, et par Louis, côté plutôt industriel. Je dirais que la question est certainement un petit peu différente, mais si on se concentre sur cet exemple-là, est-ce que les uns et les autres, vous auriez un exemple de bioraffinerie dans lesquelles les agriculteurs arrivent à améliorer leurs revenus? Du coup, là, je pense que sur la bioraffinerie de Bazancourt-Pomac, quand même, puisque par exemple, ils sont actionnaires majoritaires d'ARD, centre de recherche privé. Donc, ils sont comme voilà. Aujourd'hui, les coopératives céréalières, donc notamment Vivesia, sont actionnaires. Cristal Union a été créé comme ça par les agriculteurs directement. Donc oui, ça améliore leurs revenus quand même. Oui, c'est-à-dire que ça améliore leurs revenus, pas de la production agricole, mais du fait qu'ils vont toucher des dividendes puisqu'ils sont actionnaires. C'est bien ça que je comprends? La coopérative, oui. Oui, c'est Donc une diversification des revenus. Voilà. Oui, c'est les coopératives, mais donc les coopératives sont bien gérées par les agriculteurs. Enfin, voilà, c'est ça. D'accord. Je ne connais pas le modèle dans le détail, puisque j'imagine que c'est privé comme information, mais voilà. Louis, peut-être? Oui, après, j'ai peut-être été bon, oui, il y a un bénéfice d'image pour l'agriculteur. Moi, je trouve que voilà, si l'agriculteur, bon, déjà, il nous alimente, mais en plus, s'il fait de la fibre de champ, il nous alimente. Demain, il fait la carrosserie de nos voitures, etc. On aura encore plus de raisons de lui dire merci. Bon, ça, c'est pour le... voilà, mais ça, c'est un peu du blabla. Mais après, sinon, il y a aussi... il y a les cahiers des charges que ces bioraffineries peuvent demander, qui peuvent peut-être apporter une prime sur la... Voilà, et par exemple, on peut voir les filières dans les biocarburants colza bas carbone avec une prime pour certaines mesures. Donc, ça peut passer par là. Ça peut passer par le développement de nouvelles cultures aussi. Donc, culture du chanvre qui peut apporter aussi des services, qui n'est pas forcément très compliqué à faire. Et donc là, les cultures de chanvre se développent bien. Donc, il y a quand même, voilà, faut pas... J'étais peut-être un peu catégorique. Et après, évidemment, il y a le sujet de la bioraffinerie un peu à la ferme et la bioéconomie à la ferme. Et là, il y a un rapport, une étude en cours de France Agrimaire qui va étudier un peu toutes les nouvelles voies. Alors, faire du miscanthus, faire du chanvre, je ne sais pas, avoir une chaudière, un méthanisateur, etc. Sur l'exploitation type un peu pour voilà, essayer de définir un peu des critères de rentabilité, de savoir si c'est rentable voilà, à l'échelle des comptes d'une exploitation. Donc, il y a ces sujets qui sont également cours. Merci Louis. Alors une question pour Samuel. Donc vous avez parlé de l'embauche aujourd'hui de diplômés de niveau master. Du coup, ça intéresse notre... Ah, alors attendez, pardon, excusez-moi, mais la question a disparu. Bon, en gros, oui, la question c'était quelle formation de niveau master on peut identifier sur ces sujets aujourd'hui? Je ne crois pas qu'elles soient spécifiques et qu'elles existent en tant que telles, mais les formations, elles sont souvent faites dans les écoles d'ingénieurs avec des étudiants qui vont travailler soit en recherche, soit après avec leur stage 6 mois au bout de la 5e année, quoi. Mais je ne crois pas aujourd'hui connaître, moi, de spécialité autour de la bioraffinerie
à niveau master ou à niveau bac+5. Merci. Alors, autre question pour Kevin. Comment envisagez-vous d'atteindre à terme votre objectif d'autofinancement et quelle est la complémentarité entre les activités de l'URDABI et celles d'ARD? Donc, 2 questions en réalité. Alors, sur l'autofinancement, sur notre, on peut dire notre business model. Alors oui, ça serait via l'exploitation de notre propriété intellectuelle, que ce soit l'exploitation de notre brevet directement par un partenaire privé, de la start-up au grand groupe, par la création de spin-off à vocation commerciale, de par la propriété intellectuelle qu'on développe également, et de nos travaux de recherche. Les nombreux contrats de collaboration de recherche que nous avons également, et enfin sur une part donc autofinancement, financement externe, qui n'est peut-être pas la même chose. On répond à de nombreux appels à projets européens qui financent une grande partie de nos activités. Ces subventions financent une partie de nos activités. Sur la complémentarité avec ARD, bien en fait avec ARD, on est complémentaires en termes d'échelle, puisque je vous l'ai dit, nous on s'arrêtera par exemple à une fermentation de 20 litres, alors qu'aujourd'hui ils vont jusqu'à 300 mètres cubes. Toutes les startups aussi, par exemple, que nous on pourrait accueillir, ce que je vous disais à la fin, c'est des startups qui ensuite, s'ils veulent aller beaucoup plus loin, donc ils auront un champ à traverser. Toutes les startups en biotech, hein, bien entendu. Donc voilà, on est complètement complémentaires en termes d'échelle. Merci beaucoup, Kevin. Ensuite, alors peut-être une question, je crois plutôt. Louis a levé la main. Oui, pardon, Louis. Oui. Non, c'était pour apporter un complément sur les formations. Oui, la principale, ça va passer par école d'ingénieur, mais il y a quand même des Master Spé, d'ailleurs, avec AgroParisTech, sur justement des Master Spé un peu bioéconomie, bioraffinerie. Voilà. Alors, Et après, il y a un label B4C, justement, qui labellise les formations en bioéconomie. Donc, vous pouvez aussi vous référer un peu à ce catalogue et ça va labelliser un peu toutes les compétences pertinentes en bioéconomie et bioraffinerie. Merci, Louis. Autre question, donc là je pense que c'est plutôt pour Louis également. Pour compléter l'aspect réglementaire, des molécules issues d'OGM sont considérées comme aussi d'origine naturelle, par interrogation, produits d'OGM ou à partir d'OGM. Les adverbes ont toute leur importance. Alors, si on parle déjà de micro-organismes génétiquement modifiés, ce n'est pas tout à fait OGM qui sont plutôt l'acronyme pour les plantes. les plantes, ouais. En fait, ça va dépendre aussi beaucoup du secteur applicatif. Donc, il y a beaucoup dans l'étiquetage, beaucoup de subtilité en fonction du secteur applicatif. Mais la règle, c'est que si vous n'avez pas de résidus OGM, vous pouvez le mettre sur le marché. Enfin, de toute façon, il y a ça dépend vraiment tellement de secteurs. Enfin, si vous êtes dans le food, si c'est une nouvelle molécule, de toute façon, vous êtes nouvelle food. Si ça vient d'un micro-organisme OGM, ça va compliquer quand même le dossier nouvelle food. Donc, il y a vraiment beaucoup de subtilité en fonction des marchés, mais ça, on accompagne régulièrement les acteurs à comprendre ça et à positionner leurs produits en fonction des différentes réglementations. Mais c'est, on va dire, la grande chance de la biotech industrielle, au final, que ces produits ne soient pas considérés comme OGM. Donc voilà. Mais il y a des complexités aujourd'hui, par exemple, pour valoriser la biomasse micro-organismes qui est avec des OGM. Et ça, c'est un enjeu pour la biotech, vous voyez, parce que quand on fait de la biotech, il y a beaucoup d'énergie qui va dans la croissance du micro-organisme, ça dégage de la chaleur, et au final, il n'y a qu'un tiers qui va vraiment à la production de la molécule. Donc, il faut valoriser cette chaleur, il faut valoriser la biomasse générée par le micro-organisme. Aujourd'hui, la réglementation sur ce sujet, pour la valoriser en feed, etc., est un point bloquant en Europe. Donc voilà. Et après,
est-ce que, la question c'est, est-ce qu'on trouve des traces d'OGM dans le food? Voilà, bah, il y a des fois des publications sur les gènes de résistance aux antibiotiques qu'on met dans certains. Voilà, c'est une stratégie classique en biotech, moins en moins utilisée, mais on peut retrouver des gènes de résistance aux antibiotiques qui viennent de ces process. Rares, mais il y a des publications qui l'ont déjà démontré. Voilà, un sujet complexe. Merci Louis. Une question pour Samuel. Donc, concernant la licence pro, y a-t-il plus de candidats que de places au moment où enfin, sur les années où elle a fonctionné? Et par ailleurs, autre sujet, donc, quelle était l'importance des stages dans la formation? Alors, il y avait, je dirais, effectivement, peut-être plus de candidats que de places initialement. Et ce qui faisait la sélection, c'était le fait d'avoir trouvé ou pas un maître d'apprentissage. Et on avait beaucoup de jeunes en fait qui arrivaient, on remplissait et ils partaient au fur et à mesure de la licence pro. Et enfin, la place des stages, c'était en alternance. Donc ça veut dire que c'était en gros sur un an, ils avaient 6 mois à faire en stage et 6 mois à faire en cours, à peu près. D'accord. Et moi, je vais peut-être pousser juste un peu plus la question, donc encore 3 minutes. Il y a encore il y a une question qui a été mise dans le chat, Monsieur Boulanger, là, qui m'alertait. En fait, Monsieur Boulanger, vous avez oublié de la mettre dans le, oui, parce que alors, moi, dans le QR. Et donc, la question, c'est à propos de la méthanisation, n'y a-t-il pas des abus quand certains ne s'occupent plus que de cela? Mais bon, tu as dit, Cécile, qu'effectivement, on allait aborder la méthanisation dans un des webinaires de mars. Donc, revenez pour poser cette question. Mais bon, s'il y a quelqu'un qui peut répondre déjà à Richard sur cette question-là, l'abus de méthanisation, mais vous n'êtes pas directement spécialisé sur la méthanisation. Ce qu'on voit, c'est clairement que la méthanisation pose beaucoup de problèmes de production. En fait, justement, elle va prendre aussi un certain nombre de produits qui pourraient intéresser les bioraffineries, notamment les pulpes, puisque c'est utilisé aussi dans les méthaniseurs. Donc, on va avoir une compétition là-dessus. Il y a l'utilisation des sols aussi qui va commencer à être un peu plus compliquée, puisqu'on est sur des rotations où on a 3 cultures sur 2 ans avec les fameuses cives. On va avoir des compétitions sur l'eau. Et derrière, on voit aussi que pour répondre aux enjeux de production alimentaire, ça complique beaucoup les choses. Mais le marché de l'énergie est un marché aujourd'hui qui est très porteur et sur lequel les agriculteurs essaient de se positionner. Merci beaucoup. Et donc, moi, je terminerai par la question liée à la question des stages. C'est, au fond, si vous pouviez nous donner quelques précisions sur quels étaient les critères d'embauche en apprenti ou pour le départ en stage. Est-ce que vous donniez un cadre pour être sûr que l'étudiant était bien sur les sujets bioraffinerie, non pas sur des sujets annexes, par exemple? Alors oui, il y avait un cadre. On voulait demander précisément à ce qu'ils travaillent soit dans une usine qui valorise de la biomasse végétale, c'était idéal, soit dans un cadre de recherche où on travaillait autour de nouvelles molécules, ou enfin auprès d'organismes qui faisaient de la recherche sur la production agricole ou qui travaillaient auprès d'agriculteurs pour développer de nouvelles filières. Et c'est peut-être ce cadre-là qui était justement un peu rigide et qui limitait le nombre de places. Merci beaucoup, Samuel. Je crois qu'on en a terminé. Oui, merci beaucoup. Donc, effectivement, il est 14 h, donc on arrête comme d'habitude. Et sachez qu'on fait une pause pendant les vacances d'hiver et on reprend le 7 mars. Et on abordera dans la thématique biodiversité, le 7 mars, les technologies numériques au service de la biodiversité. Je vous remercie. Merci à tous les 4 pour vos interventions et à une prochaine fois. Au revoir.